Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Ambroise Mégéan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes avec Macron et vous organisez, au nom de ce mouvement, votre forum national annuel à Lyon ce week-end. Vous venez à Lyon parce que, à vos yeux, c'est toujours la capitale du macronisme ? Alors Lyon a toujours une place particulière, moi à titre personnel dans mon cœur, parce que c'est une ville où j'ai fait une partie de mes études. C'est aussi évidemment une ville dans laquelle il y a une activité militante de notre majorité présidentielle qui est conséquente. Le parti s'est réorganisé récemment avec Sarah Payon qui en est devenue la présidente après avoir assuré efficacement la référence ces 2 dernières années. Donc il y a aussi une base militante qui est importante. Et puis évidemment, c'est une ville qui a du sens pour nous. Ce forum national que nous organisons, il vient parler d'écologie. Et venir parler d'écologie dans une ville que nous avons perdue aux dernières élections municipales et aux dernières élections métropolitaines, ça a beaucoup de sens, parce qu'on considère qu'on a une vision différente de l'écologie à proposer que celle de la majorité municipale actuelle. Et puis ça a aussi du sens au niveau national de venir défendre le bilan d'Emmanuel Macron ici à Lyon. Peut-être qu'on a moins d'élus que nous n'en avions il y a 5 ans, mais il ne faut pas oublier que le président de la République a fait quand même un score particulièrement conséquent au premier tour des élections présidentielles à Lyon, ce qui montre qu'il y a quand même une attache forte des Lyonnais au président et qui ont soutenu quand même assez massivement sa candidature. En général, les mouvements choisissent plutôt les villes dont ils ont la direction. Ça permet de montrer un peu un projet pilote. Là, au contraire, l'idée, c'est de dire que Lyon, c'est un contre-modèle de ce que vous voulez en matière d'écologie. Alors, pas forcément sur l'affirmation qui est la vôtre, parce que ça dépend après de l'angle politique qu'on prend. Regardez, La République En Marche et maintenant Renaissance, les universités d'été ou le campus, comme on l'appelle, sont organisés à Bordeaux, qui est une ville de conquête, pour nous aussi, un peu à l'image d'ailleurs de Lyon. Après, il ne faut pas y voir un choix 100% politique. On a aussi le mouvement de jeunesse, il a maintenant un peu plus de 7-8 ans. Donc on fait le tour aussi de France pour permettre, puisqu'on est un mouvement de jeunesse, à nos militants d'avoir des événements qui se passent près de chez eux. On était dans les forums nationaux précédents, à Lille, à Strasbourg, à Toulouse. Donc on essaye de compléter la carte. La vision est à la fois politique et aussi organisationnelle pour faciliter la vie de nos militants. Est-ce que vous allez en profiter pour avoir des échanges avec les exécutifs locaux qui sont en attente sur les questions environnementales? J'aimerais que le gouvernement aille plus vite. Alors, mais ça, j'ai bien compris que les exécutifs locaux avaient comme refrain préféré, vous savez, cette chanson d'Alizée qui disait dans Moi Lolita, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à l'État. Hein. C'est un peu le sens de la politique qui est menée par Bruno Bernard et Grégory Doucet dès lors qu'il y a un problème. Non, alors moi, à titre personnel, j'ai pas vocation à les rencontrer, même si jamais ils souhaitent échanger, ça sera avec plaisir, mais je ne représente pas le gouvernement. Je représente le mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle. Donc on vient surtout à la rencontre des Lyonnais. On a, à l'occasion de ce forum, une opération militante. On sera dans les rues de Lyon pour discuter avec les habitants, notamment du bilan écologique du président, pour les convaincre, parce qu'on sait qu'ici, il y a du travail à faire sur ce sujet. Les habitants, les Lyonnaises et les Lyonnais sont très attachés à cette question-là. Quels arguments vous aurez pour les convaincre ? Des arguments sur ce qu'on a factuellement fait. On sait qu'en termes d'écologie, notre objectif principal, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'est écoulé, on a réduit 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre que dans le quinquennat de François Hollande, dont les écologistes composaient une partie du gouvernement, en tout cas au début du quinquennat. Donc il y a déjà ce bilan-là, avec tout un tas de mesures qui sont extrêmement concrètes. Vous avez eu la fermeture, l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes, la fermeture programmée des centrales à charbon, la rénovation de plus d'1 million de logements avec MaPrimeRénov'. Donc on a tout un tas de dispositifs du bilan à défendre. Et puis on a aussi envie de parler d'avenir, et puis aussi de s'opposer évidemment à ceux qui prétendent faire de l'écologie autrement. J'ai parlé des écologistes, mais je pourrais aussi parler de nos adversaires politiques à l'échelle nationale, que sont le Rassemblement national ou la France insoumise, qui eux-mêmes portent des visions de l'écologie que nous ne partageons pas. Alors vous serez à Lyon un week-end de mobilisation contre la réforme des retraites. Je crois que vous serez aussi sur le terrain. Oui. Pas de risque que vos cortèges se croisent ? Écoutez, alors, normalement, on n'a pas vocation à se croiser. Puis accessoirement, si tel était le cas, j'ai cru comprendre que les personnes qui manifestent sont des personnes qui sont sereines, sérieuses et qui sont capables d'entendre un discours républicain. Et donc, étant donné qu'il en est exactement la même chose pour nous, je ne doute pas que le fait de croiser des militants qui ne pensent pas comme nous ne soit pas un problème. En tout cas, je l'espère. Et si c'était un problème, ce serait vraiment un problème pour la démocratie, pour le coup. Si on revient sur l'actualité de la semaine,
Dupond-Moretti était présenté un peu comme le Badinter de Macron. Est-ce qu'on imagine le Badinter faire des bras d'honneur à l'Assemblée nationale? Si vous avez un peu de culture historique politique du socialisme, vous savez que, pas Robert Badinter, mais Henri Emmanuelli a pu se laisser aller dans l'hémicycle de l'Assemblée à de tels gestes. Est-ce que c'était la chose à faire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est gravissime? Je ne crois pas non plus. Je pense qu'il a présenté ses excuses à la représentation nationale et la Première ministre lui a rappelé que c'était un comportement inadéquat, tout comme la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense que sur le sujet qui était celui qui était abordé dans cet échange, celui de la présomption d'innocence, il y a aussi beaucoup de choses à faire changer dans le pays. Et puis en termes de comportement, à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a aussi quelques priorités à l'heure actuelle, notamment sur les bancs de la NUPES, à faire respecter un peu plus le cadre républicain. Je n'ai pas entendu les Insoumis s'excuser pour les divers outrages et outrances qui ont été les leurs ces dernières semaines, qui ont dégradé d'ailleurs considérablement l'image du Parlement. Ce qui n'est pas le cas de Dupond-Moretti, alors. Si, mais il a eu au moins l'honnêteté de reconnaître que c'était une erreur puisqu'il a présenté ses excuses. D'où la différence fondamentale, c'est que nous, quand on va trop loin, des fois on sait dire qu'on est allé trop loin. J'ai pas l'impression que ce soit le cas à la France Insoumise où c'est un peu la course à celui qui sera le plus insultant, en tout cas le plus exubérant. On parle de manifestations sur la réforme des retraites. Regardez ce que fait par exemple Louis Boyard avec les étudiants en tentant de les amener à bloquer les universités, ce qui, je le rappelle, illégal, mais aussi en leur expliquant qu'ils pourront visiter l'Assemblée nationale, qui est quand même un lieu accessible à tous normalement, si jamais ils bloquent leur université. Il y a une forme de dégradation de l'image du parlementaire que moi je trouve assez choquante. En parlant du rapport avec les jeunes, on sait qu'ils sont massivement opposés à cette réforme des retraites. La prochaine réforme qui arrive, c'est le service national universel obligatoire. Là, c'est pour fâcher définitivement la jeunesse avec le macronisme? Alors déjà, tous les jeunes ne sont pas opposés à la réforme des retraites. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il n'y a pas forcément, le niveau de rejet n'est pas forcément plus élevé sur la jeunesse que partout ailleurs. Il y a un désaccord d'une partie importante de la population avec la réforme de manière générale. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Sur le sujet du service national universel, il y a un sondage qui paraît d'ailleurs dans le JDD cette semaine, ce dimanche, qui dit que 75% des Français sont favorables à la généralisation et au côté obligatoire du service national universel. Donc il y a déjà une première base d'opinion favorable qui n'est pas négligeable. Mais pour répondre sur le fond, parce que peut-être que la population l'est, mais que les jeunes le sont un peu moins, et je peux le comprendre, notre enjeu sur le service national universel, contrairement à ce que certains prétendent, c'est pas de faire un service militaire version 2, c'est pas les vidéos un peu ridicules qu'on a vues ces dernières semaines avec des jeunes qui font des chorégraphies ou qui font uniquement le lever de drapeau. Moi, ça me choque pas le lever de drapeau, mais c'est pas le but du service national universel. Le but premier, c'est de permettre de la mixité, de permettre à des jeunes qui ne se voient pas sur le temps scolaire, parce que la carte scolaire ne le permet pas, de se rencontrer, de changer de département, de changer de région parfois, de croiser des réalités qui ne sont pas les leurs, et puis d'être formés à des choses utiles pour leur avenir et pour l'avenir du pays. Quand il y a des formations sur la transition écologique, quand on va aller voir ces jeunes du service national universel participer à des chantiers pour nettoyer, dépolluer, mais qui vont aussi prendre conscience de l'importance de l'enjeu écologique, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Quand ils vont être formés au geste du premier secours, ce qui aujourd'hui est encore trop peu le cas dans notre génération. Moi-même, j'ai pas eu de formation geste premier secours dans la scolarité qui a été la mienne, et ça manque, parce qu'on a aujourd'hui trop peu de gens capables d'intervenir. Quand ils vont être formés à la citoyenneté, à comprendre comment fonctionnent nos institutions, alors qu'il y a un vrai désintérêt des jeunes pour la politique et de manière générale pour le fonctionnement de la vie commune, je crois qu'on a, avec le service national universel, une réponse à ce dont notre pays, de manière générale, a besoin. Et je ne pense pas que les jeunes... Vous êtes pour, vous, le rendre obligatoire? Je suis pour le rendre obligatoire. Et d'ailleurs, les gens qui y participent aujourd'hui, les jeunes qui y participent aujourd'hui, ils sont certes volontaires au départ, mais ils pourraient très bien être déçus de l'expérience qui est la leur. Quand vous regardez les taux de satisfaction, c'est entre 90 et 100% des jeunes. C'est beaucoup des gens qui sont de familles, de militaires, de gendarmes, alors ça, de pompiers. C'était vrai sur la première phase de l'expérimentation, quand il y en avait 2000. On est passé à 10-15 000. Là, on est sur 32 000 personnes, donc il n'y a pas que ça. Heureusement d'ailleurs, il y a aussi des jeunes qui se sont engagés et qui ont passé ce parcours-là. On est loin des objectifs que vous aviez. Vous n'arrivez pas à convaincre une part importante de la jeunesse de le faire. On était à 40 000, on était à... Non, mais alors, pour le coup, c'est une phase d'expérimentation. Cette année-là, on devait en avoir 40 000, on en a eu 32 000, donc on n'a effectivement pas l'intégralité des effectifs recherchés. Mais on y va aussi progressivement. On parle de généralisation. A priori, elle n'a pas vocation à se faire de manière nationale, dans un premier temps. Elle a vocation à se faire dans certains départements pour tester. Et on va ajuster. On n'est pas les seuls à le construire. Il y a l'éducation nationale qui y participe, c'est 1/3 des encadrants. L'éducation populaire, c'est 1/3 des encadrants, toutes les organisations qui pilotent les centres de vacances, notamment les colonies de vacances, mais aussi un peu tout ce qui se fait au service de la jeunesse. Et puis il y a 1/3 effectivement de personnel qu'on appelle en uniforme, que ce soit des militaires, mais aussi ça peut être des policiers, ça peut être des pompiers, qui
participent de cette construction-là. Moi, je n'ai pas envie que ça devienne un sujet de polémique, donc j'entends la question et l'inquiétude d'ailleurs sur le sujet, et je pense qu'il faut qu'on repose dans le débat calmement ce qu'est réellement le contenu du service national universel avant de le faire passer pour un affreux service militaire qui n'a aucun intérêt pour la jeunesse, parce que ce n'est pas le cas. Pour finir, vous étiez candidat à Villefranche aux dernières législatives. C'était un petit tour et puis s'en va, ou vous pensez vous Ouais, alors localement? j'ai toujours dit avec franchise, je crois que les Caladois le savent, puisque j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai toujours dit avec franchise, c'était un parachutage. Moi, je ne connaissais pas le Beaujolais, je n'y avais pas vécu. J'ai passé là-bas 1 mois et demi de campagne. D'ailleurs, j'ai apprécié, au-delà du résultat, c'est même pas d'ailleurs, quand je regarde maintenant ce qui s'est passé, moi j'ai gardé un bon souvenir de la façon dont j'ai été accueilli. Encore il y a quelques semaines, j'y suis retourné pour la fête des conscrits et pour la vague à Villefranche. J'ai croisé des gens qui étaient contents qu'on puisse continuer à échanger. J'ai gardé contact avec certains élus. Donc c'est plutôt une expérience positive. Est-ce que j'ai vocation à continuer à m'engager là-bas? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai vocation à continuer à aider ceux qui me sollicitent sur les sujets du Beaujolais? Je crois que je l'ai déjà fait. Je peux en témoigner, par exemple. On a eu à un moment une actualité sur l'échange, sur le club de Villefranche, le club de foot qui a eu à un moment l'opportunité potentiellement de passer en Ligue 2. Le président du club m'a contacté à cette occasion pour qu'on puisse le mettre en relation avec le ministère des Sports, ce que j'ai fait avec grand plaisir parce que j'avais été très bien accueilli par M. Terrier. Donc il y a honnêtement pas forcément d'envie de ma part de continuer à m'engager politiquement là-bas, mais j'en garde un attachement assez fort, pourtant d'une période très courte, et ça sera toujours un plaisir de pouvoir aider les habitants du Beaujolais. Je l'avais dit après l'élection, je reste disponible. En la matière, est-ce que vous pourriez vous entendre avec Bruno Bernard, qui est en attente d'une vraie politique d'aménagement du territoire, qui voudrait que peut-être on rende plus attractives les communes autour, enfin les petites villes autour de la métropole, et par exemple on y installe des pôles universitaires à Villefranche? Oui. Je ne sais pas si la vision de la ZFE qu'avait M. Bruno Bernard jusqu'à il y a très peu était très attractive pour les habitants du Beaujolais, parce que pour le coup... C'est une loi nationale, le ZFE. Oui, l'application radicale de la ZFE n'est pas une loi nationale. Personne n'a demandé à M. Bernard d'interdire 75% des véhicules d'ici à 2026. Il avançait le calendrier de 2 ans, il y a renoncé, donc il y a renoncé. Il revient au cadre légal. Voilà, mais on est exactement dans ce qu'on peut dénoncer parfois chez les écologistes, une volonté de donner des leçons à tout le monde pour ensuite faire demi-tour et marche arrière. Donc peut-être, moi, sur la question des centres universitaires et la capacité de développer l'attractivité des territoires qui sont autour de la métropole, pourquoi pas? Il faut juste le penser de manière intelligente. Sur les étudiants, je ne suis pas sûr que ça soit le mieux pour eux et le plus simple, parce qu'en réalité, la vie étudiante est parfois plus facile en centre urbain, parce que du coup, il y a moins de transport, il y a plus de facilité. Est-ce que ça, sur d'autres... Vous préférez encore plus d'étudiants à Lyon? Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif qu'il y ait des étudiants à Lyon, qu'il y en ait plus, pourquoi pas, dans la limite du raisonnable. En tout cas, ils ont quand même des difficultés à se loger aujourd'hui. Oui, mais alors ça, en fait, effectivement, quel que soit le choix, de toute façon, il y a des difficultés. Et si vous les mettez dans le Beaujolais, effectivement, il y aura plus de facilité à construire des logements. Mais est-ce que ça signifie du coup qu'il faut faire un peu de bétonisation? Est-ce qu'il faut faire de l'étalement urbain pour pouvoir accueillir des centres universitaires? Par nature, la politique a ce côté qu'il n'y a aucune solution qui est forcément facile et évidente. Donc moi, à titre personnel, je pense que pour les étudiants, c'est plus agréable d'être en centre urbain. Voilà. Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas du tout développer à l'extérieur? Je ne crois pas, c'est juste une question d'orientation. Ce n'est pas un sujet de polémique pour le coup. Le vrai sujet sur le lien entre la métropole et l'extérieur, c'est comment est-ce que les habitants qui sont des territoires périphériques de la métropole, et notamment du Beaujolais que j'ai croisé pendant cette campagne des élections législatives et rencontré, peuvent facilement venir travailler à Lyon tous les jours. Comment est-ce que la région, d'ailleurs, met en œuvre des fois des offres de mobilité un peu plus conséquentes sur le RER métropolitain, d'ailleurs que le président de la République a annoncé vouloir encourager avec 10 projets de RER. Ça, c'est un vrai enjeu de mobilité pour les habitants du département. Ambroise Mégéan, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.